Ma belle-fille s'était installée chez moi soi-disant pour quelques semaines. Seulement dès le 3e jour elle emballait déjà ma porcelaine de Limoges, ouvrait mon courrier et cherchait déjà dans quel établissement pour personnes âgées dépendantes elle allait pouvoir me placer. Ensuite elle m'a traîné devant le tribunal en me traitant de sénile incapable. Je me suis contenté de sourire, d'ouvrir mon porte-documents en cuir et de tendre au juge la seule carte d'identité que son avocat aurait vraiment dû vérifier en premier. Quand je suis entré dans la cuisine, ma belle-fille, Clémence, était déjà en train de charger mon précieux service de table dans un carton de déménagement, disant nonchalamment sans même lever les yeux que nous n'avions plus besoin d'eux. Tout ce fatras qui ne faisait que prendre de la place. Mon fils Benoît se tenait là, silencieux, se grattant la nuque d'un air gêné alors que cela ne faisait que 3 jours qu'il s'était installé temporairement chez moi avec sa femme pendant que leur appartement haussmannien subissait une rénovation complète. Je n'ai pas soupiré, je n'ai pas pleuré, je me suis simplement approché du carton pour en sortir chaque assiette une par une afin de les remettre dans le buffet en déclarant d'une voix parfaitement calme que ces objets restaient ici. Les yeux de Clémence se sont agrandis de surprise alors qu'elle argumentait qu'ils avaient besoin d'espace pour leurs épices et leurs robots de cuisine sophistiqués. Mais j'ai fermé la porte du buffet à clé avant de glisser la clé dans ma poche, en lui suggérant de trouver une autre place pour son appareil. Il n'y a eu ni dispute ni éclat de voix, je me suis simplement retiré dans le salon tout en sachant que cette cohabitation allait être bien plus difficile que ce que tout le monde voulait admettre car Clémence avait cette fâcheuse habitude de s'approprier les espaces comme s'ils lui appartenaient. Déjà. Ce soir-là au dîner. Alors qu'elle avait cuisiné et servait les assiettes, elle m'a donné la plus petite portion en annonçant sans y être invité qu'à mon âge je n'avais pas besoin de tous ces glucides. Benoît fixait son assiette en marmonnant quelque chose d'inaudible tandis que je prenais une seule bouchée avant de poser ma fourchette pour aller au réfrigérateur me couper du bon comté avec du pain frais, afin de me préparer un vrai repas. Clémence m'observait avec des yeux plissés de colère en me reprochant d'être resté debout 1 heure en cuisine pour rien, ce à quoi j'ai répondu avec aplomb que j'aimais manger des choses qui avaient réellement du goût. Je savais qu'il me fallait fixer des limites claires immédiatement car ces petits jeux de pouvoir dans ma propre maison étaient déjà évidents et je n'avais aucune intention de jouer la victime. Plus tard cette nuit-là, une fois la maison silencieuse, j'ai pris un carton vide pour réorganiser discrètement la cuisine et quand Clémence est descendue le lendemain matin pour préparer son café, elle a eu une désagréable surprise car j'avais déjà agi. Elle est restée pétrifiée devant le plan de travail vide où trônait encore la veille ma machine à expresso haut de gamme avant d'appeler Benoît en hurlant dans le couloir. J'étais déjà assise à la table de la cuisine, avec une tasse de café fumant en lisant tranquillement le Figaro et quand elle a exigé de savoir où était la machine, j'ai répondu sans lever les yeux qu'elle était désormais dans ma chambre car je souhaitais boire mon café en paix le matin et m'assurer que l'appareil reste propre. Clémence a suffoqué d'indignation en disant que c'était ridicule puisque nous vivions tous ensemble et que nous devions tout partager, mais j'ai tourné la page de mon journal en précisant que nous partagions la maison mais pas mes affaires personnelles. Benoît est arrivé à moitié endormi en nous regardant tour à tour avant de me demander si ce n'était pas un peu excessif, mais mon regard droit et ferme lui a fait comprendre que la discussion était close car cet objet m'appartenait. Clémence bouillonnait de rage mais n'a plus dit un mot, se contentant de se préparer un café filtre de basse qualité tandis que l'après-midi même elle revenait dans le salon avec un épais carnet pour me parler des finances du foyer. Sur un ton de directrice. Elle proposait que nous mettions l'argent des courses en commun et que je lui verse 600 € par mois pour qu'elle gère tous deux. Manière plus efficace, mais je savais exactement ce qu'elle cherchait, le contrôle de l'argent du ménage. J'ai sorti mon portefeuille pour poser un billet de 50 € sur la table en précisant que c'était pour les produits partagés comme l'entretien ou le papier toilette mais que j'achèterais mes propres provisions moi-même. Clémence a fixé le billet avec mépris en me demandant comment elle était censée s'organiser, ce à quoi j'ai répondu avec un
Petit sourire que ces plans ne devaient concerner qu'elle et son mari. Sa main tremblait de colère contenue en ramassant le billet car elle commençait à réaliser que ses manipulations habituelles n'avaient aucune prise sur moi. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que mon courrier n'était plus sur la table de l'entrée comme d'habitude mais empilé sur le comptoir de la cuisine. Avec l'enveloppe de mon dernier relevé bancaire légèrement déchiré comme si quelqu'un avait tenté d'en lire le contenu. Je n'ai pas cherché la confrontation directe avec Clémence pour ne pas gaspiller d'énergie en excuses inutiles mais je suis monté dans mon bureau pour mettre en place en 10 minutes une redirection de courrier vers une boîte postale dont j'étais la seule à posséder la clé. Le lendemain au déjeuner, quand elle s'est étonnée de l'absence de courrier, j'ai simplement expliqué que mes lettres allaient désormais dans une boîte sécurisée, ce qui a figé son visage une fraction de seconde avant qu'elle ne critique cet inconvénient. Benoît a tenté de la défendre en disant qu'elle voulait simplement m'aider à ne pas oublier de facture mais je l'ai fait taire d'un regard clair en lui rappelant que j'avais payé mes factures à temps toutes ma vie sans aucune supervision. Clémence a jeté sa serviette sur la table en prétendant qu'ils avaient le droit de s'inquiéter car à mon âge on commençait souvent à perdre le fil des choses, un affront que j'ai ignoré avant de quitter la pièce tout en sentant sa frustration grandir face à son incapacité à me contrôler. Ce week-end-là, elle a soudainement annoncé que ses parents et son frère venaient dîner et qu'elle souhaitait utiliser la grande salle à manger en exigeant que je prépare mon fameux rôti de bœuf aux herbes comme si elle passait une commande à une employée de maison. Je l'ai regardé calmement alors que j'arrosais mes fleurs en lui disant simplement que je ne serais pas là ce soir-là, ce qui lui a décroché la mâchoire d'incrédulité puisqu'elle avait déjà promis à sa famille mon plat signature. À 17h, j'ai mis mon manteau gris, pris mon sac et un bon livre avant de sortir alors que j'entendais Clémence s'agiter dans la cuisine en paniquant sur le temps de cuisson de la viande. J'ai laissé un petit mot indiquant que la cuisine était toute à elle pour la soirée avant d'aller m'installer dans mon bistrot préféré sur la place de la mairie pour savourer une quiche et un verre de vin rouge dans le calme absolu. À mon retour vers 22h, la tension était palpable, les invités étaient partis et Clémence fulminait sur le canapé car la viande était dure comme de la semelle. J'ai simplement répondu que quiconque invite des convives devrait savoir cuisiner pour eux avant de monter me coucher alors qu'elle semblait prête à exploser de rage. La semaine suivante, l'ambiance du quartier a changé et ma voisine Madame Lefebvre m'a lancé un regard de pitié exagéré à la boulangerie en me demandant si tout allait bien puisque ma belle-fille lui avait raconté que j'étais devenue très distraite et que j'avais laissé le gaz allumé plusieurs fois. J'ai compris le jeu de Clémence qui essayait de me faire passer pour une vieille dame confuse auprès du voisinage. Mais je me suis contenté d'expliquer que ma gazinière était équipée d'une sécurité automatique et que Clémence avait sans doute trop d'imagination. L'après-midi même, j'ai fait venir un serrurier pendant qu'ils étaient au travail pour faire installer un solide verrou sur la porte de mon bureau où je gardais mes documents importants et quand Clémence a trouvé la porte close en rentrant, elle a crié au scandale et au harcèlement. Je lui ai froidement rappelé que c'était mon espace privé et que si elle avait besoin d'une imprimante, elle pouvait se rendre à la boutique du centre-ville, ce qui l'a poussé à chercher une arme plus redoutable pour obtenir le contrôle de la maison et de mon patrimoine. Le lendemain matin, j'ai trouvé sur mon oreiller une brochure luxueuse pour une résidence senior haut de gamme nommée les Chênes Dorés, une véritable déclaration de guerre que j'ai jetée dans le bac de recyclage sans un mot avant de descendre prendre mon café. Clémence et Benoît m'attendaient à table et elle a pris ce ton autoritaire et répété pour m'expliquer que la maison était trop grande, dangereuse et qu'il serait plus sage de transférer la propriété au nom de Benoît pour des raisons fiscales pendant que je m'installais dans ce charmant établissement. Benoît a murmuré que ce serait mieux pour tout le monde mais j'ai opposé un refus catégorique qui a provoqué la colère de Clémence, laquelle a frappé la table en criant que j'étais manifestement dépassé et qu'il trouverait d'autres moyens de me protéger pour mon propre bien. C'était une menace ouverte pour me faire déclarer incapable mais je n'ai pas scié en les informant que s'ils n'aimaient pas la situation ici ils étaient libres de partir immédiatement. 3 jours plus tard.
J'ai reçu dans ma boîte postale une lettre officielle d'un cabinet d'avocats, réclamant ma mise sous tutelle au nom de Clémence et Benoît, listant toutes les histoires inventées de confusion mentale, d'isolement volontaire et d'incapacité à gérer mon foyer. Je n'ai ressenti aucune tristesse mais une froide certitude. Car Clémence était allée trop loin et Benoît s'était comporté comme un lâche. J'ai continué mes activités habituelles comme si de rien n'était pendant que Clémence se pavanait dans la maison en pensant que mon silence signifiait ma reddition, ignorant que j'avais passé un appel téléphonique très précis à un ancien collègue magistrat au tribunal judiciaire. Lorsque l'assignation pour l'audience est arrivée, Clémence l'a ouverte avec triomphe en me disant avec condescendance que c'était la fin et que j'aurais pu rendre les choses plus faciles, mais je me suis contenté de répondre que nous verrions bien ce que le juge en penserait. Le jour de l'audience dans la petite salle du tribunal, je restais calme face à Clémence, Benoît et leur jeune avocat arrogant qui me décrivait comme une femme têtue n'ayant plus toutes ses facultés rationnelles. Quand le juge a souligné l'absence totale de preuves médicales, Clémence a perdu ses nerfs en hurlant que je ne comprenais même pas ce qui se passait et que j'étais juridiquement stupide, provoquant un silence de mort dans la salle. Le juge m'a alors donné la parole et j'ai sorti de mon porte-document ma carte officielle du Conseil de l'Ordre des avocats en expliquant d'une voix posée que j'avais siégé 20 ans au Conseil de discipline pour réviser précisément des cas de faute professionnelle comme celle que ce jeune confrère était en train de commettre. L'avocat est devenu livide en voyant mes titres et a immédiatement demandé une suspension d'audience pendant laquelle on pouvait entendre ces éclats de voix furieux contre Clémence dans le couloir car il n'avait pas été informé de ma véritable identité et craignait désormais pour sa propre carrière. À leur retour, ils ont retiré la plainte en parlant d'un regrettable malentendu. Mais le juge les a sévèrement réprimandés en soulignant que le dossier frôlait la coercition et que j'étais parfaitement saine d'esprit avant de conseiller à Clémence de repenser sérieusement son comportement envers sa belle-mère. 2. Retour à la maison, le silence était glacial et j'ai remis à Benoît un avis formel d'expulsion sous 30 jours en lui demandant de trouver une autre solution pour leur logement car la trahison avait rompu tout lien de confiance. Clémence était sidérée que je puisse jeter mon propre fils dehors mais j'ai maintenu que je demandais simplement à 2 personnes ayant abusé de ma bonté de quitter mon domicile. Les 30 jours sont passés dans un mutisme total, j'ai décliné poliment les tentatives désespérées de Clémence pour regagner mes faveurs avec un gâteau tandis que Benoît se hâtait de finir leurs travaux. Le 30e jour alors qu'il chargeait le camion de déménagement, Benoît est venu me demander si nous pourrions un jour recommencer à zéro. Ce à quoi j'ai répondu que ce ne serait ni aujourd'hui ni demain et que nos futures rencontres se feraient uniquement selon mes conditions hors de cette maison. J'ai fermé la porte d'entrée et le clic de la serrure a résonné comme un hymne à la liberté. Dans le couloir silencieux de ma demeure enfin paisible, j'ai rapporté ma machine à expresso dans la cuisine pour la remettre à sa place initiale avant de savourer un café frais en profitant de l'odeur et du calme, me sentant forte, en sécurité et enfin chez moi. Je n'ai pas gagné en criant plus fort que les autres, mais en restant silencieuse assez longtemps pour que Clémence montre sa vraie nature au juge car certaines personnes prennent la patience pour de la faiblesse. Jusqu'à ce que les documents officiels soient posés sur la table et que la porte qu'ils ont tenté de voler se referme définitivement sur eux.